Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salut salam à Shaf al-Moussalin. Aujourd'hui, nous allons voir une partie du cours d'optimisation et nous allons voir les- l'optimisation des fonctions non linéaires et sans contrainte. Et en plus, ce sont des fonctions à plusieurs variables. Alors, l'objectif ou bien les objectifs du cours sont la détermination analytique des extrémums d'une fonction à plusieurs variables et la détermination numérique des extréments d'une fonction à plusieurs variables avec les deux méthodes qui sont la méthode du gradient à pas fixe et la méthode du gradient à pas optimal. Alors d'abord une définition générale, on a vu que, bon, on avait pour une fonction à une seule variable, x chapeau est une solution minimale locale s'il existe un intervalle tel que, quel que soit x appartenant à cet intervalle, f de x est toujours supérieur à f de x chapeau. Ça, c'était la définition pour une fonction, plutôt d'une solution minimale, pour une fonction à une seule variable. Qu'est-ce qui change lorsqu'on parle de plusieurs variables? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qui change? C'est au lieu d'avoir un scalaire x, là, on a plutôt un vecteur. Donc, x chapeau et un vecteur. Donc, x chapeau est le vecteur extrémum. Maintenant, on doit vérifier la condition suivante. Alors, quel que soit x qui appartient à un disque de rayon R et de centre x chapeau, tel que f de x soit toujours supérieur à f de x chapeau. Ça, c'est pour un minimum local. Maintenant, pour un minimum global, bah, tout simplement, au lieu de disque, bah, tout simplement, il faut que x, donc là, c'est la condition, quel que soit x appartenant à Rn. Alors, n, c'est le nombre de variables qui interviennent dans la fonction. La même chose pour la définition du maximum. Donc là, il faut que f de x soit toujours inférieur ou égal à f de x chapeau. Donc, si on vérifie ça dans un disque, on appelle ça un maximum. Pardon, là, il y a, c'est bon, là, c'est ça, il n'y a pas d'erreur. Alors, local. Sinon, si c'est vérifié dans Rn, eh bien, là, on parle de solution globale. Alors, juste, il faut rappeler que les deux définitions qu'on vient de donner, ce sont des définitions qui sont très difficiles à mettre en œuvre. C'est-à-dire, si on essaie, si on prend une fonction et on essaie de trouver la solution maximale en utilisant ces définitions, eh bien, ce sera très, très difficile de retrouver car, comme vous pouvez constater là, il s'agit d'inégalités et donc là, on doit faire une recherche telle que cette fonction ou bien cette inégalité est toujours vérifiée. C'est même très compliqué de trouver des solutions en utilisant ces définitions. Alors pour cela, on a recours à une autre technique. Alors, dans ce tableau, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de résumer euh, les conditions d'optimalité d'une fonction à une seule variable avec celle à plusieurs variables. On a vu que quand on parle d'une fonction à une seule variable, on vérifie la condition dite condition nécessaire. Bon, je crois qu'elle est là, elle est bien écrite. Condition nécessaire. Alors là, la condition nécessaire, c'est f de x chapeau égale à 0. Donc là, on part de points stationnaires. On part de points stationnaires. Euh, Pour une fonction à plusieurs variables, nous n'avons pas une seule dérivée, mais plutôt on a plusieurs dérivées. Donc là, c'est quelle dérivée prendre? Ben, tout simplement, on prend ce qu'on appelle le, le gradient. Donc on prend le gradient et on vérifie, il faut que le gradient soit égal à 0. Le gradient, c'est quoi? C'est d rang f sur d rang x1 au point x chapeau. Et quand je dis point x chapeau, en fait c'est un vecteur. La même chose pour x pour d rang f sur d rang x2 jusqu'à d rang f sur d rang xn.
Alors, c'est quoi une dérivée partielle? Eh bien, tout simplement, c'est une dérivée, c'est la dérivée de f par rapport à xi en considérant les autres variables comme des constantes. On continue donc ça, voilà la définition, euh, la condition nécessaire pour une fonction à une seule variable et pour une fonction à plusieurs variables. Maintenant, pour une fonction à une seule variable, on parle de conditions suffisantes et là, on doit vérifier, plutôt faire appel à la dérivée seconde. Maintenant, si la dérivée seconde est inférieure à 0 au point x chapeau, il s'agit d'un maximum, sinon c'est un minimum. Maintenant, comment on fait pour le cas n, c'est-à-dire le cas une fonction à plusieurs variables? Donc là, on a pris n égale à 2. Ben, tout simplement, on fait appel à ce qu'on appelle la Hessienne. La Hessienne, HF, n'est autre que la matrice des, euh, la matrice des- des dérivées partielles secondes. Alors, la dérivée partielle seconde, bien, tout simplement, on va les noter d de f. Je vais changer. d de f sur d rang xi, d rang xj. On a pris ici le cas 2. Donc, je vais essayer de voir si on peut faire, si on peut déterminer h. Alors, h, les éléments de h, c'est, alors là, on va mettre h, f, tout simplement, c'est une matrice carrée de n lignes et n colonnes, dont les éléments sont les suivants. Donc, c'est d rang f sur d rang x1 au carré, d de f sur d rang x1, d rang x2, jusqu'à d rang f sur d rang x1, d rang xn. Ensuite, c'est d de f sur d rang x1, d rang x2. Ensuite, d de f sur d rang x2 au carré. Et on continue jusqu'à d de f. Attendez, ça c'est x2, x1, x2 au carré. Et là, c'est d de f, voilà, sur dx2 des rangs xn. D'accord? De sorte que sur la diagonale, on est les d de f sur d. Alors là, xn. Maintenant, ça c'est, si on continue, c'est d de f sur des rangs xn des rangs x1 et on continue. Donc voilà la matrice dite hessienne qui est la matrice des deuxièmes dérivées. Alors pour le cas où n est égal à 2, on calcule la hessienne comme suit. Donc c'est d de f sur d rang x1 au carré, d de f sur d rang x1, d rang x2, d rang de f sur d rang x2 dx1 avec d de f sur d rang x1, d rang x2 égale à d de f sur d rang x2, d rang x1. Alors, alpha, c'est quoi? Alpha n'est autre que le déterminant, c'est-à-dire, alors, alpha, c'est quoi? C'est ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, si on prend alpha, alpha, en fait, je vais l'écrire ici. Alpha égale à quoi? Égale à d de f sur d rang x1 au carré fois d de f sur d rang x2 au carré moins ça fois ça. Alors c'est soit d de f sur d rang x1, d rang x2, le tout au carré, ou bien l'inverse. Donc voilà alpha. Alors la condition suffisante est comme suit. Lorsque alpha est supérieur à 0,
on peut dire qu'on a un minimum ou bien un maximum. On va voir par la suite quand est-ce qu'on peut dire qu'on a un minimum, quand est-ce qu'on a un maximum. Lorsque alpha est inférieur à 0, là, f ne possède ni un minimum ni un maximum. Lorsque alpha est égal à 0, là, on ne peut pas conclure, c'est-à-dire que d'autres investigations ou bien d'autres études sont nécessaires pour déterminer le maximum ou le minimum. On revient donc à alpha égal à 0, supérieur strictement à 0. Ben, lorsque alpha est strictement supérieur à 0, on essaie de voir le premier élément. S'il est positif, c'est un minimum. S'il est négatif, c'est un maximum. D'accord? Donc là, on va prendre un exemple. Alors, on va essayer de, si on peut effacer tout ça. Voilà. On va prendre un exemple. Alors, soit la fonction 4 fois x au carré moins x plus y au carré moins x3. Et on essaie de trouver les extrémums de la fonction. Alors, on rappelle que ce qu'on est en train de faire, c'est la procédure analytique. Alors, pour cela, on doit d'abord commencer par la condition nécessaire, c'est-à-dire la condition qui doit être vérifiée pour que les solutions que nous allons trouver soient soit min, soit max, soit ni min ni max. La première des choses, c'est de mettre le gradient égal à 0. Alors, le gradient, si on prend le gradient, ben, tout simplement, c'est le gradient de f, c'est comme c'est une dérivée, c'est une fonction de variable, donc ce sera d rang f sur d rang x et d rang f sur d rang y. Ben, tout simplement, nous allons prendre f et nous allons la dériver par rapport à x. Alors là, en considérant y comme une constante. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir 8x moins y moins 3 fois x au carré. Pour d rang f sur d rang y, c'est moins x plus 2 fois y. Et là, on va essayer de effacer. Alors, le gradient doit être égal à 0. Et bien tout simplement, là, ce qu'on aura, c'est une équation à deux plutôt un système d'équations, un système de deux équations. Donc, on doit écrire 8x moins y moins 3 fois x au carré égale à 0 et moins x plus 2 fois y égale à 0. Donc on obtient un système non linéaire de deux équations à deux inconnues. On commence par écrire soit x soit y en fonction de l'autre. Donc si on commence par écrire x en fonction de y, en remplaçant ensuite x dans l'expression, dans la première expression, on obtient cette expression et de là, on va dire que voilà. Alors, soit x, donc là, soit y égale à 0, ici y égale à 0, x sera égal à 0, ou bien y, si on résout cette équation, y sera égal à 5 sur 4 et
x 5 sur 2. Donc on obtient deux points. Donc un premier point et un deuxième point. Maintenant, on sait que ces deux points, ce sont des points où la dérivée est égale à 0, donc, plutôt, pardon, où le gradient est égal à 0. Mais est-ce que c'est un minimum? On ne sait pas. Est-ce que c'est un max? Est-ce que c'est ni min ni max? Maintenant, pour vérifier, on fait appel à quoi? On fait appel à la haïtienne. Alors, la haïtienne, c'est comme suit. D2f sur dx au carré. Donc là, c'est dx au carré. Okay. Égale à 8 moins 6x moins 1. Et plutôt 8 moins 6x. La dérivée de f par rapport à x par rapport à y, c'est 2. Et là, d de f par rapport à x par rapport à y est égal à moins 1. Et maintenant, si on fait le déterminant, donc ce sera 2 fois 8 moins 6 moins 1 fois moins 1. On obtient voilà, on obtient alpha égale à 8 moins 6x fois 2, donc 16 moins 12x, moins 1 fois moins 1, donc c'est moins 1. Alors, si on remplace le point 0, 0, on obtient 16. D'accord? Alors là, c'est le point 0, 0. Donc, si on remplace, on obtient 16 par 8, 16. Et plutôt, voilà, d de f. Donc, on essaie de vérifier d'abord ce point-là. Alors, alpha, lorsqu'on prend 0, 0, si on prend le point 0, 0, eh bien, dans ce cas, alpha sera égal à 15. 16 moins 1, donc alpha sera égal à 15. Alors, alpha est supérieur à 0. Maintenant, est-ce que c'est un min ou bien c'est un max? Il faut essayer de voir 8 moins 6 fois x. Et là, si on remplace x par 0, c'est-à-dire là le point 0, 0, on obtient 8 moins 0, 8. Donc, puisque 8 est supérieur à 0, bah dans ce cas, c'est un. Alors, 8 supérieur à 0, c'est un minimum. On fait la même chose maintenant avec le deuxième point. On essaye de remplacer dans alpha. On remplace par combien? Par 5 sur 2. Alors si on remplace ici 5 sur 2, ce sera 12 fois 2, voilà, 24. Plutôt 12 fois 5 sur 2, voilà, c'est 60 sur 2, c'est 30. On aura 15 moins 30, ce sera moins 15. Donc alpha est inférieur à 0. Ben, dans ce cas, ce n'est ni un minimum ni un maximum. Donc pour récapituler, le gradient de f de xy égale à 0 en deux points. Le premier point, c'est 0, 0. Et le deuxième point, c'est 5 demi, 5 quarts. Si on prend ce point-là, on a vérifié que c'était un minimum. Pourquoi c'est un minimum? Parce qu'on a alpha qui est supérieur à 0 et on a 8 moins 6x, c'est-à-dire le premier élément d de f sur dx au carré qui est supérieur, strictement supérieur à 0, donc c'est un minimum. Par contre, si on remplace le deuxième point dans alpha, on obtient une valeur négative. Et là, ce n'est ni un minimum ni un maximum. Alors voilà la représentation graphique de la fonction qu'on vient d'étudier. On voit bien que là, on a un minimum et le deuxième point, il correspond à ce point-là. Et là, c'est un point, ce qu'on appelle un point sel.
c'est-à-dire c'est un point où c'est pratiquement c'est l'équivalent d'un point d'inflexion pour une fonction à une seule variable. Et là, on peut dire que ce n'est ni un minimum ni un maximum. Donc voilà pour l'exemple qu'on a traité. Maintenant, on va essayer de voir les méthodes numériques. Donc, ce qu'on vient de voir, c'était l'analyse analytique. C'est une analyse qu'on a fait et généralement, c'est possible ou bien c'est pratique pour des fonctions très simples, mais lorsque les fonctions deviennent assez compliquées, lorsque le nombre de variables augmente, eh bien, cette méthode devient impossible ne devient pas pratique, elle devient impossible à utiliser. Donc, c'est pour ça qu'on a recours aux méthodes numériques. Alors, le but des méthodes d'optimisation, et c'est valable pour toutes les techniques d'optimisation, c'est quoi? C'est tout simplement de générer des vecteurs qui convergent vers la solution minimale. Bah, que ce soit minimale locale ou bien globale. Dans l'idéal, si on trouve le global, c'est le cas idéal. Alors pour cela, il y a deux grandes familles. Il y a les familles des techniques dites à direction de descente et les familles des techniques dites à région de confiance. Nous allons commencer avec les techniques dites à direction de descente. Alors, les techniques de direction de descente, c'est quoi? C'est, on essaye, alors là, on voit qu'on parle que de minimisation. Pourquoi? Parce que, en fait, un problème de maximisation, on peut le transformer en un problème de minimisation en prenant moins f de x. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse juste à la technique de minimisation. Parce qu'on peut passer du max au min avec un signe moins. Alors, les méthodes de direction de descente consistent à générer une série ou bien une suite de vecteurs x1 qui nous permet de calculer x2 et qui nous permet de calculer x3 et ainsi de suite, tel que à chaque fois f de x de l'étape k plus 1 soit inférieur à f de xk. Bah, dans le cas contraire, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans la bonne direction. Le point xk k plus 1 peut s'écrire comme suit. Xk plus 1, c'est-à-dire x de l'étape k plus 1, c'est x de l'étape k plus un certain pas plus une certaine direction. Et le problème, il est là. Donc, comment on doit choisir le pas et comment on doit choisir la direction. Il y a la méthode dite de la plus forte pente ou bien la méthode du gradient. Alors, un petit rappel, le gradient est le vecteur à un point x qui donne la direction de la plus grande variation de f de x. C'est-à-dire, si je suis dans un point, là, eh bien, tout simplement, le gradient va me permettre de définir la direction où la fonction varie le plus. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on veut, c'est juste de prendre cette direction parce qu'on sait que cette direction nous donne, en fait, qu'est-ce qu'elle nous donne cette direction? Eh bien, elle nous donne, voilà, on va faire comme ça, cette direction nous donne la plus grande variation. Maintenant, il faut savoir que ce que je veux, c'est que la fonction diminue. Elle ne doit pas augmenter quand je fais de la minimisation. Donc, au lieu de prendre, je reste toujours sur la direction, mais je prends le signe moins. Parce que si je prends le gradient, ben, je vais augmenter f de x. Mais ce que je veux, moi, c'est que f de x diminue. Alors, le problème donc de la direction a été résolu. Donc ça, je pars pour les méthodes de gradient, parce qu'on peut trouver, il y a d'autres méthodes où la direction est choisie d'une autre manière. Nous allons nous intéresser aux méthodes de gradient. Maintenant, donc je crois qu'on va passer ça. Alors, méthode de gradient. Maintenant, on a résolu le problème. C'est vrai qu'on a résolu le problème de la direction. Qu'est-ce qui reste? Il reste le problème du pas. Maintenant, le problème du pas, c'est c'est un problème qui est très important parce que je peux, je peux connaître la direction, je peux converger vers la solution, mais maintenant c'est à quel rythme et à quelle vitesse. Alors si j'augmente
Si je prends un pas qui est faible, donc je risque de perdre beaucoup d'itérations, bien perdre beaucoup de temps à faire des itérations. Si je prends un pas qui est plus important, je risque de dépasser le problème et je commence à aussi. Alors si c'est par exemple ça, c'est le problème. Si je prends un pas, je suis là et j'essaie d'arriver à ce point-là. Alors si je prends un pas qui est faible, donc je risque de perdre du temps. Donc si je prends un pas qui est trop important, donc je risque de, de le dépasser et je commence à osciller autour de ce point. Donc là, le choix est très important. Alors, en fait, la méthode du gradient à pas constant n'est pas très pratique. N'est pas, je vais écrire comme ça, n'est pas pratique. Vous allez me dire pourquoi on essaye, pourquoi on prend cette méthode? Ben, tout simplement, si vous arrivez à comprendre la méthode du gradient à pas constant, le reste sera plus simple. Donc moi, j'essaie de développer cette technique juste pour que vous puissiez comprendre la procédure, c'est-à-dire comment passer d'une étape à une autre en utilisant la méthode du gradient. On va voir qu'il y a mieux, il y a la méthode du gradient dite à pas optimal que nous allons développer par la suite. Alors on va prendre un exemple. Alors l'exemple, plutôt la méthode, la technique, elle est très simple, hein. À partir de x0, je génère x1. À partir de x1, je génère x2 et ainsi de suite. Maintenant, pour passer de d'une étape à une autre, pas tout simplement, je prends l'ancienne valeur et je la rectifie ou bien je la corrige par lambda et par le gradient. D'accord? Très bien. Donc là, on va prendre y moins cos de x. Alors là, c'est la fonction, on voit bien que, voilà, la représentation graphique. Nous allons prendre différentes valeurs de lambda pour voir celle qui nous permet une bonne convergence. Alors, si on essaie de voir, si on essaie de trouver la solution analytique. Donc là, je vais écrire comme ça, la solution analytique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre sinus de x égale à 0 et 2 fois y égale à 0. Et là, je trouve que y égale à 0 et x égale toutes les valeurs. Eh bien, on va prendre 0 plus k fois pi. On va prendre seulement x0. Juste, on va s'intéresser, nous allons nous intéresser, enfin, on va le laisser. Nous allons prendre, donc, alors, ok. Maintenant, alors, c'est pour ça on a, alors, c'est pour ça on a, non, alors, c'est pour ça si on essaie de voir là, on a plusieurs points qui dépendent de quoi? Qui dépendent de la valeur ou là de x parce que comme c'est une fonction qui est périodique, donc là la solution, on peut avoir plusieurs solutions, bien plusieurs solutions minimales. Alors, si on commence avec 2 et 2 sur 3, on calcule ensuite sinus de x, on trouve 0,909. Ensuite, 2y, c'est 0,67 fois 2, on trouve 1,33. Ensuite, on corrige. Donc là, ce qu'on va faire, on va corriger. Alors là, en fait, x, k plus 1, c'est quoi? C'est x de l'étape k moins 0,1, enfin moins lambda, je fais comme ça, moins lambda, fois d rang f sur d rang x. D'accord? La même chose pour y, c'est quoi? C'est y, plutôt y de l'étape k plus 1, c'est y de l'étape k. Voilà, je sais pas pourquoi ça. Voilà, c'est bon. Alors là, c'est y de l'étape k moins
lambda fois des rangs f sur des rangs y. D'accord? Maintenant, on trouve ces valeurs. Non, alors, alors, regardez maintenant. Pour lambda égale à 0,1, on trouve la solution au bout de 144 itérations, ce qui est très très important et ça n'a pas de vraiment d'importance, une grande importance, c'est-à-dire lambda égale à 0,1, c'est un nombre qui est très important. On ne peut pas s'amuser à chaque fois à passer autant d'itérations pour résoudre un problème d'optimisation. Par contre, si on prend lambda égale à 0,7, là, on trouve un nombre d'itérations, plutôt la solution au bout de combien? Au bout de 17, au bout de 17 itérations. Si on prend un pas de 0,9, et là, vous voyez comment le pas, alors regardez là, c'est un avancement qui est très très lent. Par contre, là, regardez, là, on fait quand même des pas qui sont très importantes, plutôt des pas qui sont très importants, sauf que si on augmente le pas, eh ben, vous voyez qu'on va osciller. Donc là, vous voyez qu'on oscille autour de la solution. Donc, en fait, cette méthode, elle est pratique plutôt. Comprendre cette méthode, c'est important, mais vous allez voir qu'elle n'a pas vraiment d'importance dans la pratique. Il est préférable d'utiliser la méthode dite du pas optimal. Donc là, on va prendre un exemple. Donc, je crois qu'on va prendre un exemple. Alors, on va prendre l'exemple suivant. Je vais prendre un autre exemple, f de xy égale à 4 fois x. Alors, voilà. Puisqu'on a travaillé avec xy, on va dire 4 fois x au carré plus 6y au carré plus 6xy plus 3 fois x plus 4 fois y moins 6. Et on essaie de trouver l'extrémum analytiquement et numériquement. On va commencer avec la méthode analytique. Alors pour la méthode analytique, je vais faire comme ça, méthode analytique. Alors pour la méthode analytique, nous avons deux conditions à vérifier. D'abord, la condition nécessaire. Alors la condition nécessaire, c'est le gradient de f de x qui doit être égal à 0. Alors le gradient, donc là, le gradient c'est, on a des rangs f, alors, je vais noter comme ça, gradient de f de xy égale à des rangs f sur des rangs x et des rangs f sur des rangs y. Alors si je dérive cette fonction par rapport à x, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 4x au carré, donc la dérivée c'est 8x, plus 6y au carré, ça donne 0, plus 6xy, sa dérivée c'est 6y, plus 3, et là c'est 0. Ensuite, la dérivée de f par rapport à y, donc ça c'est 0. Ensuite c'est 12
y plus 6x plus 4. Et voilà pour le gradient. Alors, si je fais le gradient de f de x, y égale à 0, bah, je dois résoudre le système suivant. Donc, 8x plus 6y plus 3 égale à 0 et 12y. Alors, plutôt, on va essayer d'arranger, de bien écrire. Alors, 6x plus 12y plus 4 égale à 0. Alors, pour pouvoir déterminer les solutions de ce système, ben, je vais commencer d'abord par multiplier la première équation fois 2. Et je fais 1. Alors, 2 fois 1 moins 2. Donc, ça donne 2 fois 8, 16. 16 moins 6, 10. Donc, 10x. 2 fois 6, 12 moins 12, c'est 0. 2 fois 3, 6 moins 4, ça fait 6, ça fait combien? Plus 6 moins 4, donc ça fait plus 2, égale à 0. Donc x égale à moins 0,2. D'accord? Ensuite, on prend n'importe quelle équation des deux. Bah, si vous voulez la deuxième ou la première, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On prend la première. Donc, j'aurai 8 moins 0,2 plus 6y plus 3 égale à 0. Donc y sera égal à moins 3 plus, là, plus 1,6 sur 6 égale. Et là, on trouve combien? On trouve moins 0,23. Donc notre x chapeau, c'est combien? C'est moins 0,2 et moins 0,23. Voilà donc pour euh, le point stationnaire qu'on a trouvé. Maintenant, pour savoir est-ce que c'est un, est-ce que c'est un minimum ou bien c'est un maximum ou bien ni minimum ni maximum. Donc là, nous allons voir la hessienne. Alors, la hessienne, on a dit c'était quoi? C'était la dérivée de f par rapport à x, la dérivée de f par rapport à x par rapport à y, alors, la dérivée seconde de f par rapport à y et par rapport à x et la dérivée seconde de f par rapport à y au carré. Alors juste là, un petit rappel, d de f sur dx au carré, c'est quoi? C'est d rang x de d rang f sur d rang x. C'est-à-dire que là, je vais prendre comme ça. Ça, c'est quoi? C'est la dérivée dérivée seconde par rapport à x de la première dérivée par rapport à x. Donc, je prends, donc là, c'est combien? 8x plus 6y plus 3. Donc, je vais la dériver par rapport à x et j'obtiens combien? J'obtiens 8. Voilà, j'obtiens 8, directement 8. Là, dérivé par rapport, donc ce sera 12. Là, c'est la dérivée par rapport, donc si je prends d de f sur d rang x, d rang y, ça, je la divise, je la dérive et 6. Et normalement, là, la même chose, je prends ça et je la dérive par rapport à y, eh bien, elle sera égale à 6. Donc, le gradient, ce sera combien? Ce sera 8 fois 12 moins 36. D'accord? Donc, on voit bien que c'est supérieur à 0. Maintenant, on a bien un minimum ou bien un maximum. Alors là, on va alpha est supérieur à 0 et 8 et
d de f sur dx au carré qui est égal à 8 supérieur à 0. Donc, il s'agit bien d'un minimum. D'accord? Maintenant, on va essayer de faire quelques itérations. Bon, ça, c'est l'explication ou bien la résolution analytique. Maintenant, nous allons voir la résolution numérique. Pour cela, nous allons tracer un tableau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un tableau comme ça. Alors, je l'augmente, ça, ok. Ok. Et là, je vais mettre itération, k ou bien n, comme vous voulez. Là, je prends xk, là, c'est yk. Alors, j'ai besoin de la dérivée de f par rapport à x au point xk et au point yk. J'ai besoin aussi de la dérivée par rapport à y au point xk et yk. Et là, à partir de toutes ces données, je peux calculer le x de k plus 1. Pareil pour les y, k plus 1. Et on va laisser cette colonne. On va laisser cette colonne. Par la suite, on va voir quel est l'intérêt de cette colonne. On va prendre, alors à l'itération 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors on prend 0 et 0. Donc là, on prend, on prend un vecteur initial, grand X de 0 égale à 0 et 0. Et on prend un lambda égal à 0,1. D'accord? Je vais prendre, j'ai besoin, pardon, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de ça. Voilà, j'ai besoin de ça. Est-ce que je peux le copier? Non. Non, j'ai besoin de... Je vais prendre... Je vais prendre ça. Je vais le copier. Je vais le coller. Ok. Non, ça c'est le gradient x, y. D'accord? Je vais écrire comme ça. Ok. Très bien. Donc maintenant, on a pris 0, 0. Alors, d de f sur dx au point 0 et 0, je viens ici et je commence à remplacer. Donc, ce sera 8 fois 0 plus 6 fois 0. Alors là, je vais avoir 3. Ensuite, je fais la même chose, 4. Et là, voilà pour la première itération, si vous voulez, on va écrire ça, hein. On va écrire ça, je crois que, voilà, x de l'étape 1, c'est x de l'étape 0 moins lambda d de f sur dx au point x0 et y0. Je remplace x0, c'est 0, moins 0,1 fois, combien? Fois 8x0 plus 6y0 plus 3. Sachant que x0 est égal à y0 égale à 0, donc ce qui reste c'est 3, donc c'est moins. Donc là c'est combien? C'est moins 0,1 fois combien? Fois 3, donc moins 0,3. D'accord? Et on fait la même chose pour y1, c'est y0 moins lambda. Alors là, je vais
Je vais écrire ici, sinon je vais prendre ça, je vais déplacer un peu. Ok, ok. Alors y1, c'est y0 moins lambda d rang f sur d rang y, toujours au point x0, y0. Et là, je vais avoir ça. Je vais avoir y1 qui sera égal à combien? Y0, on a dit 0 moins 0,1 fois 12 y0 plus 6 x0 plus 4. Sachant que y0 est égal à x0 égal à 4, eh bien on aura 0,1 fois 4 et on obtient combien? On obtient une nouvelle valeur qui est de combien? Moins 0,4. Moins 0,4. Alors, maintenant, on va essayer de voir. On peut continuer donc l'itération 1. Alors là, l'itération 1, l'itération 2, et ainsi de suite. Maintenant, alors on va faire comme ça. Maintenant, on doit bien prendre une décision. Ici, on doit prendre une décision. Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on doit s'arrêter? Est-ce que, voilà. Tout simplement, quel est le paramètre qui va nous permettre de, de prendre une décision? Ben, l'objectif de ce travail, c'est quoi? C'est de faire des calculs, passer d'un vecteur à un autre, d'une étape à une autre, jusqu'à ce que cette valeur, pardon, jusqu'à ce que la dérivée première soit égale à 0 par rapport à x et la même chose, la dérivée par rapport à y soit égale à 0 ou bien proche de 0. Mais au lieu de comparer à chaque fois les deux, parce qu'on peut avoir des convergences qui sont différentes. C'est-à-dire si par exemple, là j'ai pris le point 0, 0, je vais avoir pratiquement le même ordre de convergence. Mais parfois, si on prend des valeurs avec un grand écart, eh bien on risque d'avoir une dérivée qui converge alors que l'autre ne converge pas. Plutôt, ne convergent pas de la même manière. Donc là, on ne peut pas prendre ces deux valeurs. Alors qu'est-ce qu'on prend? Ben, tout simplement, on prend la norme du gradient. Et la norme du gradient, c'est quoi? Ben, tout simplement, je vais prendre la valeur absolue de d de f, plutôt de d rang f sur d rang x au carré au point x, k, y, k, plus la même chose, d de f sur dy au carré. C'est-à-dire, je vais prendre ça plus ça. Donc, 9 plus 16, ça fait combien? 25. Bah, là, attendez, je vais faire comme ça. Là, on va prendre la racine de 9 plus 16, 25, voilà, 5. Et on voit bien que 5 est toujours supérieur à epsilon. Donc là, on est loin de la solution. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit encore ajouter, passer à une deuxième itération. L'itération 1, donc au lieu de travailler avec 0, 0, maintenant on travaille avec les nouvelles valeurs qui sont moins 0,3 et moins 0,4. Je vais corriger. Moins 0,3 et moins 0,4. Maintenant, si on remplace moins 0,3 et moins 0,4 dans des rangs f sur des rangs x, on trouve combien? On trouve moins 1, alors là, on trouve moins 1,8. Là, on trouve moins 2,6. La même chose, on fait la même chose maintenant. On fait la même chose. Donc, x de l'étape 2 sera égal à x de l'étape 1 moins lambda d rang f sur d rang x au point x1, y1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, tout simplement, on va avoir x2 qui est égal à x1 égal à combien? x1 égale à moins 0,3
moins 0,1 fois, donc là, pas la peine de faire des calculs tout à l'heure, c'était juste pour vous montrer, mais maintenant, on a déjà dirham F, elle est égale à combien? Elle est égale à moins 0, attendez, moins 1,8. D'accord? Donc on trouve combien? On trouve une valeur de, alors ce sera moins 3, donc égal à, attendez, alors moins 1,8, donc là ce sera un plus, donc c'est moins 0,3 plus 0,18, donc là on trouve combien? On trouve moins 0,12. D'accord? On remplace ici. Moins 0,12. On fait la même chose pour, pour Y. Alors, Y de l'étape 2, c'est Y de l'étape 1 moins 0,1 d'errant F sur d'errant Y au point X1 et Y1. La même chose, Y1 égale à combien? Y1 moins 0,4. Voilà, c'est moins 0,4. Moins 0,4. Moins 0,1 fois. Moins 0,1 fois combien? Fois 2,6. Alors, on a moins 2,6. Et bien, donc ce sera 0,4 plus 0,26. Et là, on trouve combien? 0, c'est moins 0,14. On on remplace moins 0,14. Et si on fait 1,8 au carré plus 2,6 au carré, on prend la racine, et bien tout simplement, on va avoir 3,16. Et on continue. Bon, je vais vous montrer après la solution. Bon, on va s'arrêter, je crois. On va faire seulement deux itérations parce que ça ne sert absolument rien d'essentiel. C'est une fois, lorsque vous arrivez à faire une ou deux itérations, donc vous pouvez faire la suite. Donc, juste, on fait une petite analyse. Ben, on constate que là, pour la norme, on passe de 5 à 3,16. Ben, là, on voit bien que la norme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue. Donc là, on est sur le bon chemin, on va dire. D'accord? Alors, je vais vous montrer. On va, voilà. Voilà pour ce qui est de la solution. Donc là, on voit bien que on va, alors, on arrive après un certain nombre. Par exemple, là, j'ai pris 23 itérations et au bout de 23 itérations, vous voyez que je suis à combien? 1, 2, 3, 4, on va dire une erreur de 10 puissance moins 4. Donc regardez, si je prends par exemple 0,3, par exemple, alors avec 0,3, attendez, qu'est-ce qu'on a pris ici? Pardon. Alors, c'était 0,1. Alors, 0,1, on a ça. Si je prends, par exemple, on va augmenter. Alors, on va prendre combien? 0,15. Pourquoi ça n'a pas marché? Attendez. Donc là, on a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Oui, c'est le bon. Alors là,
on a un petit problème, donc là, on va essayer de résoudre ça. Qu'est-ce qui se passe là? C'est 0,01. 0,01, normalement, c'est on perd plus de temps. Maintenant, on va revenir à 0,1 et on va laisser ça. Alors, 0,1. Voilà donc pour. Ensuite, on va essayer de voir la méthode d'optimisation avec un pas optimal. Maintenant, pour le pas, je vais essayer de vérifier cette feuille, s'il n'y a pas d'erreur sur cette feuille, on va revenir sur le changement de lambda. Donc voilà, je crois que voilà pour cet exercice. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, vous n'avez qu'à m'envoyer des commentaires. Merci encore.